Bonjour. Je pense qu'on peut commencer. Donc aujourd'hui, on est réunis grâce à la commission O'Neill et Lancet sur le racisme, la discrimination structurelle et la santé mondiale, dont je fais partie depuis le début de l'année. Et nous avons lancé ce webinaire pour parler des questions relatives à la santé mentale et aux médias. L'idée, c'est vraiment de comprendre et de dépasser les impacts négatifs du racisme et des discriminations dans la couverture médiatique de différents sujets sur différents médias. Nous avons pour parler de cela trois intervenantes que je vais vous présenter. Aïda Alami, qui est journaliste marocaine, qui dirige actuellement un projet financé par l'International Women Media Foundation, qui a pour but de soutenir les journalistes couvrant la culture musulmane aux États-Unis. Elle contribue au New York Times depuis 2011 et couvre principalement les thématiques relatives à la migration et aux droits humains. Elle a réalisé des reportages en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, à Haïti, en République dominicaine et au Sénégal. Elle a contribué au livre Our Women on the Ground, Essays by Arab Women Reporting from the Arab World. Et Aïda a grandi à Marrakech et elle vit entre Rabat et Paris. La deuxième intervenante est Malika Mansouri, qui est professeure de psychologie clinique professeure de psychologie clinique à l'université Sorbonne Paris-Nord et psychologue clinicienne en protection de l'enfance. Elle est autrice de l'ouvrage Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, Voix d'adolescents, qui date de 2013 chez PUF, et de nombreux articles ainsi que co-auteur de nombreux ouvrages scientifiques. Elle s'intéresse plus spécifiquement à ce qu'elle nomme une clinique des marges, aux enjeux psychiques des silences sur les violences individuelles et collectives, aux traumatismes historiques et transmission générationnelle des violences. La troisième intervenante est Estelle Depry. Estelle Depry, c'est une conférencière et activiste belge spécialisée dans les questions de discrimination raciale, d'intersectionnalité et de blanchité. Diplômée en communication appliquée et titulaire d'un master en éducation continue, elle partage activement ses connaissances sur l'antiracisme via son compte Instagram qui s'appelle Semblant de rien. Avec plus de 90 000 abonnés sur la plateforme, Estelle a réussi à mobiliser un très large public. Son approche accessible permet aux personnes blanches de comprendre le racisme et de s'engager dans le changement. En tant que conférencière, elle partage son expertise sur le traumatisme racial, soulignant l'importance cruciale de reconnaître cet effet insidieux de l'oppression raciste sur le bien-être psychique et physique des personnes non blanches. Bienvenue, mesdames, et merci d'être parmi nous. Alors, l'idée, c'est qu'on évoque vraiment les questions de racisme à la fois du point de vue des personnes qui reçoivent l'information, mais aussi du point de vue des personnes qui la couvrent. Du coup, ma première question que j'adresse à vous toutes, mais que je vais peut-être plus spécifiquement adresser, non, je pense que je peux vraiment l'adresser à toutes. C'est comment les médias renforce et propage les biais raciaux, notamment existants contre les communautés qui sont repoussées aux marges, et comment cela influence la perception du public et le comportement du public vis-à-vis de ces communautés. Peut-être Malika, parce que je trouve que justement ton livre sur les révoltes postcoloniales faisait écho à un contexte, notamment celui des révoltes de 2005. Donc peut-être que tu peux parler de ça et de la manière, enfin d'où elles sont nées et de la manière dont les médias ont pu participer à instaurer ou renforcer des biais dans l'opinion du public. Oui, la question des médias vient rejoindre bien d'autres pans discursifs, j'ai envie de dire, de transmission qui renvoient en miroir ce que les uns et les autres sont supposés être. Ce que les jeunes que j'ai rencontrés me disaient, par exemple, c'est j'ai peur de prendre la parole parce que on caricature le trait et même lorsqu'on donne la parole, souvent on va mettre en scène un jeune qui est déscolarisé, qui s'exprime mal et qui va venir comme ça valider les représentations collectives de ce que cette altérité subalterne est supposée représenter. Alors, ça fait mal, ça fait peur aussi. C'est-à-dire que j'entends des jeunes me dire, j'ai peur quand il se passe quelque chose dans la société, au journal télévisé par exemple, j'ai peur qu'on dise qu'il s'appelle Mohamed ou qu'il s'appelle Mamadou, parce que tout de suite, on va encore nous enfermer dans une catégorie globalisante, massifiante, et qui réduit la subjectivité. C'est-à-dire qu'il a fait disparaître. Il n'y a plus d'individualité,
Il n'y a plus de sujet au sens propre. Il n'y a pas une personne plus une personne, mais juste un magma globalisant qui enferme chacun individuellement dans ce à quoi il est supposé ressembler. Que je ne suis plus moi, je suis ce que l'autre pense que nous devons être, et bien malgré moi, je dois m'affilier, m'identifier à ce groupe construit à partir des représentations négatives du collectif majoritaire, pour ne pas dire dominant. Mmh. Euh, C'est extrêmement intéressant mon tutoie, hein, je me permets, ce que tu dis, Malika. Du coup, ma question pour toi, Aïda, qui est journaliste depuis quelques années, quelle est la responsabilité justement des médias dans la propagation de ce type de biais et dans la sélection des différents intervenants qui d'une certaine manière, valident les préjugés déjà existants? Bien sûr. Moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux questions raciales au Maroc. Donc, c'était au début de ma carrière, il y a plus de 10 ans, où en fait, la couverture médiatique au Maroc de l'arrivée de plus de personnes de l'Afrique subsaharienne était couverte toujours sous le même biais, les crimes, la pauvreté, le danger économique. Et je me souviens, la première fois que j'ai voulu faire un papier sur le sujet, c'était une au Maroc où il y avait la photo d'une personne noire et le titre, c'était Le péril noir. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment tout le temps couvert comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors qu'au Maroc, il y a vraiment une très très faible population subsaharienne en vrai, par rapport à la population marocaine. Et il y a cette représentation disproportionnée des crimes supposés ou avérés de cette population-là, du danger supposé ou avéré, etc. C'est tout le temps. Et un des problèmes que j'ai réalisé au Maroc, c'est que vraiment les gens qui écrivaient sur ces sujets-là ne les maîtrisaient pas bien. Et puis, il y a un manque de représentation. Et je pense que ça s'applique à la France aussi, où j'ai pas mal travaillé, où souvent, beaucoup de personnes qui m'ont parlé des violences policières, des questions autour du voile, etc., sont pas des gens qui connaissent beaucoup de personnes concernées ou qui sont eux-mêmes concernés par ces choses-là. Et c'est là où, en France, où, parmi les premières choses que j'ai commencé à trouver intéressantes, c'était l'émergence du Bondi Blog et de voir de plus en plus de journalistes qui étaient issus de ces communautés-là, qui parlaient de ces communautés-là. Et là, on a commencé à voir vraiment des changements parce qu'il y a un vrai manque de diversité dans les rédactions et je pense que ça se voit tout de suite dans la couverture. Estelle, toi, tu as décidé de créer un média sur Instagram, donc de ne pas aller sur les médias classiques, mainstream. Tu as un podcast également. Et du coup, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a décidé à aller dans cet espace-là? Et est-ce que tu pensais que justement cet espace-là était plus bienveillant et accueillant pour ce type de réflexion? Alors, la création de Semblant de rien, enfin, moi, j'ai fait une haute école en médias et une haute école qui est très blanche. Ouais. On n'était que deux seules personnes racisées en fin de master. Donc, quand on est arrivé avec la thématique du racisme, en fait, de base, on voulait parler de racisme, mais on s'est vite rendu compte, en fait, que la blanchité dans laquelle on était entouré ne prenait pas ces questions à cœur et cherchait à les éviter. Donc, en fait, la question de la blanchité s'est imposée dans le sens où il y avait justement ce problème de représentation, déjà directement au sein de l'institution. Et ensuite, on a voulu investir les espaces médiatiques parce que il y avait un réel manque, en fait, d'éducation à l'antiracisme. Que ça soit nous en tant que personnes racisées, accéder à ces informations relevait pour moi d'autodéfense, parce que comment mettre des mots sur ce qu'on subit au quotidien, et aussi pour changer la narrative, en fait. De la façon dont on parle des discriminations raciales, ça contribue à un récit qui enferme les personnes, comme on l'a expliqué là aujourd'hui, dans des catégories prédéfinies. Et du coup, investir les réseaux sociaux, j'avais conscience qu'il allait y avoir des violences, mais je n'avais pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur le long terme, que ce soit pour moi en tant que créatrice, mais aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes racisées qui me suivent. Donc, en fait, la thématique du traumatisme racial sur laquelle j'ai travaillé s'est imposée à moi justement parce qu'au moment où j'ai commencé à traiter de ces questions, il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter, le meurtre de George Floyd, et directement à ce moment-là, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes racisées qui m'expliquaient à quel point elles étaient dans des états de détresse et parfois très intenses. Donc, j'ai cherché à comprendre comment les médias participaient à ces traumatismes et également comment on pouvait utiliser
par le même biais les réseaux sociaux pour créer des espaces dans lesquels on pourrait parler de ces récits qui affectent directement notre vie, qui ne soient pas issus des récits dominants qui génèrent des traumatismes très conséquents chez les personnes racisées. Et on voit clairement que malgré les engagements qui ont été tenus, que ce soit de nos États, de nos institutions, suite au meurtre de George Floyd, il y a eu tout ce moment un peu social washing où on était censé lutter contre les discriminations. Il y a des États qui ont tenu des propos forts, etc. Mais on voit bien en fait que, en ayant discuté avec mon audience, que la majorité d'entre eux trouvent que la situation est restée inchangée et que même beaucoup disent que leur santé mentale s'est détériorée. Et je pense sincèrement qu'au vu du récit médiatique qui est fait pour l'instant sur les personnes racisées qui, de ma perception, s'est durci, on voit clairement qu'il y a une corrélation avec comment les personnes racisées se sentent dans leur bien-être psychique aujourd'hui. Alors, Malika, je t'ai vu acquiescer quand tu parlais de la manière dont ces espaces étaient traumatisants. Estelle, à l'instant, tu as évoqué le meurtre de George Floyd, et c'est vrai que c'est une image qu'on a beaucoup vue se répéter et se reproduire, et je pense qu'elle contribue probablement à rappeler que certaines personnes peuvent mourir en direct et de manière répétée sans que vraiment il y ait une empathie. Quels effets ça a sur les jeunes auprès desquels tu as travaillé, Malika, et de manière générale sur les personnes qui peuvent ressembler à George Floyd ou à d'autres qui sont morts sous les Anna. caméras? Anaël Merzouk, par exemple. Alors, mort sous les caméras, non. Justement, ce que ça permet, ces jeunes générations, merci Estelle hein, pour ce propos, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui change la donne, en fait, en termes de transmission de l'information, que ces jeunesses qui, finalement, se construisent en n'ayant plus confiance en personne, ni aux institutions, ni aux adultes. On en fait, souvent on entend projection, projection. En gros, tous ces jeunes seraient parano, quoi. Tout le monde, voilà, tous ceux qui subissent ça auraient des perceptions erronées, ce qui redouble la violence. Hein, c'est-à-dire, mais non, ce n'est pas du racisme, mais non, ce n'est pas de la discrimination, et pour beaucoup, ils le croient sincèrement. Hein, c'est-à-dire que c'est très inconscient comme mécanique. Hein. J'ai l'exemple d'un gamin qui me disait en faisant un lapsus, si lapsus ça va pour tout le monde, il me dit, mais les Français, moi, je les regarde me regarder. C'était un adolescent. Je les regarde me regarder. Et lorsqu'ils me regardent, alors même qu'ils me disent, mais non, je ne suis pas raciste, je vois dans leurs yeux qu'il y a du raciste, qu'il y a du raciste. Donc, il loupe le coche là. Il veut dire du racisme et il dit du raciste. Alors, c'est un petit peu comme s'il disait, même celui qui ne veut pas être raciste aujourd'hui et qui est habité des meilleures intentions, il est néanmoins habité lui-même par les fantômes de l'histoire qui ont construit des champs de représentation tellement fortes que bien malgré lui, il ne peut pas faire autrement que de le regarder lui avec mépris ou en tout cas paternalisme ou autre. Donc oui, il y a du trauma, c'est un trauma collectif, historique et qui agit de part et d'autre d'une manière distincte. C'est-à-dire que du côté des dominants, on va avoir l'illusion comme ça que quelque chose a changé, que c'est différent, que c'est beaucoup plus égalitaire aujourd'hui, mais en termes de représentation, la réalité est que dans le rapport finalement d'une altérité à l'autre, il y a quelque chose qui raconte les restes d'histoire, les débris d'histoire qui ne sont pas élaborés. Et plus on met un chapeau sur les réalités construites au fil du temps, et plus ça produit cette espèce de saupoudrage bien inconscient qui déploie une pensée sur l'autre qui est nécessairement habitée, teintée, voilà, teintée d'un regard qui racise nécessairement. Alors oui, les médias, et heureusement aujourd'hui, on peut sortir de la censure, parce que comment dire dans le pays des Lumières qu'on agit ou qu'on pense ou qu'on exclut, c'est même inadmissible, alors même que c'est possible pour tout un chacun de potentiellement poser un regard racisant, peuvent l'admettre même pour eux-mêmes, même non, même quand ils ne sont pas face aux caméras.
Pour eux-mêmes, c'est difficile parce que non, c'est pas possible. Moi, je suis l'héritier des Lumières, de la République, de la Révolution, etc. Mais la réalité, c'est que la République s'est trahie sans appliquer ces mêmes codes au peuple qu'elle a colonisé, investi, utilisé, esclavagisé dans l'histoire. Et un autre des jeunes me disait, mais enfin, arrêtez de dire que je suis citoyen français, puisqu'on discutait de lui et de qui il était, et qu'il me rappelait ses origines. Et je dis, mais non, tu es français, un peu provocante, comme ça, pour le pousser un peu à la réflexion. Et il me dit, ok, d'accord, mais honnêtement, même si je suis français, vous pensez qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on est réellement égaux? Ceux qui nous ont esclavagisés ne peuvent pas nous percevoir comme des égaux, même si la loi nous propose quelque chose d'égalitaire. Dans la réalité quotidienne, ce n'est pas le cas. Voilà. Et en tout cas, ce qui est formidable, c'est qu'au-delà de l'autocensure pour se penser dans le rapport à l'autre, et ça, c'est un phénomène inconscient, il y a toute une organisation systémique, et notamment dans les médias, qui vont attribuer la parole sur des thématiques X ou Y à des personnes qui sont déjà très orientées au niveau du regard. On n'invite pas tout le monde à venir sur les plateaux. Et quand on a une petite un regard, une fabrication interne qui permet de sentir le problème, les problèmes qui concernent ceux qu'on appelle les minorités. Là aussi, les mots, c'est compliqué, hein. Mineurs, majeurs, majorité, bon, on pourrait discuter longtemps. Mais ces fameuses minorités, entre guillemets, prennent peu la parole sur les plateaux très regardés par la majorité des Français, par exemple. Et lorsqu'ils prennent la parole, parce on leur fraye un petit passage à un moment donné, il ne faut pas dévier de trop de la pensée dominante, parce qu'autrement, on est à soi-même individuellement violenté. On a pu le voir pour différents intervenants sur les médias. Ce qui fait que moi, j'accepte très rarement hein, les invitations. C'est très difficile parce que, en réalité, il y a dans le pays qui prône la liberté d'expression une censure constante dès lors que les débats, les discours ne conviennent pas à ce que la majorité a fabriqué, construit, s'est représentée d'elle-même, cette majorité, en tant que belle personne issue du peuple des Lumières. Merci beaucoup. Et pour poursuivre dans ça, moi, je me demande dans quelle mesure, parce qu'on parle des effets que ça produit sur les personnes qui sont potentiellement victimes de racisme ou qui sont justement décrites de manière stigmatisante dans les médias. Mais question pour vous trois, quels effets ça fait aux personnes qui sont en situation de domination et qui sont à même de perpétrer des violences? Est-ce que vous ressentez des effets justement de cette couverture raciste ou en tout cas de ces biais sur le sort en fait des personnes dans le quotidien? Je vais prendre, enfin si ça vous évoque rien, mais je vais prendre un exemple puisqu'on est vraiment là, désolé, mais dans l'actualité très très française. Mais et on reviendra tout à l'heure, Estelle t'a évoqué sur la question de la santé mentale des gens qui produisent de l'information, mais je garde cette question-là pour la fin parce que je pense que Aïda aussi a des choses à dire à ce sujet. Mais avant de revenir là-dessus, euh, le policier qui a tué Naël Merzouk est sorti de prison hier, après 5 mois de détention provisoire. Et pendant sa détention, il a collecté une cagnotte. Et cette cagnotte, de plus d'1,5 million d'euros, a été vraiment promue par l'extrême droite, donc par des gens, de cette manière, qui ont participé à normaliser le fait qu'on puisse abattre un adolescent de 17 ans en plein jour, sans raison réelle. Donc, est-ce que vous avez l'impression que justement ce genre de médiatisation incite les gens à se solidariser avec des personnes qui peuvent être autrices d'actes racistes? Euh, si je peux me permettre, Ouais, Rokaya. Aïda. Mm. Je pense qu'en fait, déjà, il y a des choses qui se passent assez, pas naturellement, mais il y a des mécanismes. C'est-à-dire, si le JT parle tout le temps de crimes commis par des personnes racisées, on voit tout le temps des gens racisés qui commettent des crimes. euh, Plutôt que, par exemple, si on montrait à chaque fois qu'une personne non racisée, à la même fréquence, c'est pas le cas. Donc, il y a cette idée que les statistiques criminelles sont probablement
démontre probablement que la police a raison de brutaliser certaines minorités raciales plus que d'autres. Je pense que ça joue beaucoup. Il suffit de regarder en fait les infos toute la journée et on est bombardé d'informations négatives sur certaines populations et je pense que ça contribue tout simplement à ce que les gens voient ça d'un certain biais. J'ai discuté avec énormément de gens qui étaient très en désaccord avec ma couverture de la France en général, qui trouvent que les médias anglo-saxons ne comprennent pas du tout la France, qu'on apporte une vision américaine aux dynamiques de la France, etc. Alors que je me sens très légitime de parler de la France étant très francophone, étant issue d'un pays qui était un protectorat français, ayant passé beaucoup de temps en France, je n'ai pas du tout l'impression de passer à côté des dynamiques françaises. Et en fait, ils arrivent, ils arrivent vraiment pas ils arrivent pas à comprendre comment les médias anglo-saxons voient des choses que leurs médias ne voient pas de la même manière. Et pour eux, forcément, si les médias anglo-saxons couvrent ça d'une certaine manière, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la France. Et c'est tout. Et c'est juste qu'on ne comprend pas et qu'on a l'impression d'être à Détroit ou à Chicago et qu'on ne comprend pas que la France est différente, alors que absolument pas, que énormément de gens qui écrivent sur la France, ils passent beaucoup de temps, parlent la langue, comprennent vraiment la France. Et c'est juste que et c'est encore une fois, je reviens à mon point de tout à l'heure et je me répète, c'est que c'est un manque de diversité et de représentation. On en revient toujours, je pense. Euh, est-ce que vous avez des exemples dans l'actualité récente de choses dont on a beaucoup parlé qui ont eu un impact sur la santé physique ou mentale de personnes non blanches? Moi, j'ai en tête évidemment le meurtre de Naël Merzouk, on en a parlé. Il y a le débat sur les abayas, par exemple, mais il y a aussi tout ce qui se passe actuellement à Gaza après le massacre perpétré par le Hamas. Et qui, voilà, il y a des gens qui prennent la parole, mais qui en subissent les conséquences. Donc, est-ce que vous avez des exemples de choses qui ont pu avoir lieu récemment? Ben, de mon côté, ce que je perçois via mes réseaux, c'est que je perçois énormément de colère chez les personnes qui me suivent et aussi des personnes qui cherchent une manière de pouvoir s'exprimer sur ces questions. Il y a aussi une grande crainte de censure chez pas mal d'activistes. Euh, on essaye de mettre des stratégies pour communiquer sur ces questions sans subir des suppressions, etc. Donc, on voit en fait que malgré le trauma, on essaye de trouver des manières de communiquer. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'on doit mettre en place des stratégies en fait pour communiquer, pour militer sur ce qu'il se passe sans prendre un retour et en même temps essayer de gérer la charge traumatique que ça suggère en fait, la situation qui se passe pour l'instant. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau. Je travaille sur les réseaux sociaux depuis 3 ans et j'avais jamais remarqué ça de cette ampleur-là, en fait. Comme si un peu les règles du jeu avaient été redistribuées et qu'on devait réapprendre à communiquer tout en essayant de gérer ce trauma. Il y a aussi cette impossibilité, et je pense que vu la gravité de la situation, je crois aussi qu'il y a beaucoup d'activistes, notamment, qui ne se permettent pas de prendre du temps pour leur santé mentale et qui, du coup, partagent dans les espaces privés le fait qu'ils ont des difficultés à dormir, des gros moments de colère, des crises de larmes, des crises de panique, d'anxiété. Et ça, déjà, on en discutait beaucoup entre nous quand on avait milité par rapport à la cagnotte de la honte du policier qui a assassiné Naël. Et déjà, à ce moment-là, la santé mentale était vraiment mise à mal. Mais là, j'ai l'impression que, vu le génocide qui est en cours, c'est comme si cette vague-là avait pris toutes les vagues d'avant avec elle, en fait. Et qu'il est vraiment compliqué maintenant de trouver des solutions pour prendre soin de notre santé mentale parce que même moi, dans mes conférences, ce que je dis, oui, faites attention au self-care, reprenez soin de vous, faites des régimes médiatiques, etc. Mais on se rend compte, en fait, qu'avec toutes ces vagues et toutes ces polémiques racistes, qu'en fait, le temps qui nous est à disposition pour essayer de guérir de ces blessures, en fait, est beaucoup trop réduit. Et je suis sincèrement inquiète sur les impacts que ça va avoir à long terme, que ça soit pour certaines personnes qui, parce qu'elles ont pris certaines positions, vont avoir des difficultés sur leur lieu de travail, que ça soit par rapport à la façon dont elles peuvent communiquer sur les médias ou comment elles vont se remettre en fait de ces traumatismes-là. Parce que si ce que je remarque beaucoup depuis que je parle de la thématique des traumatismes, c'est que en fait,
comment trouver du soutien, comment avoir accès à des professionnels qui prennent en compte également la charge raciale, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on va aller chercher du soutien par rapport au traumatisme qu'on a, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ben, on va subir des micro-invalidations, donc on va invalider le fait que le racisme est une cause de traumatisme, ou alors on n'a pas accès à ça pour des raisons financières. Donc, en fait, il y a tellement d'éléments qui se mettent en place là maintenant qui font que c'est de plus en plus compliqué pour les personnes qui sont face à ce qu'il se passe de trouver du soutien. Et personnellement, ça m'inquiète beaucoup pour la suite, quoi, parce que je ne pense pas qu'on va sortir de la situation rapidement. Malika, comme tu as travaillé sur les révoltes et sur la manière dont les jeunes se mobilisent, entre guillemets, violemment après des crimes, enfin des crimes racistes de la part de policiers, cette année, on a eu vraiment un cas enfin, assez exceptionnel après le meurtre de Naël en France. Est-ce que tu peux nous parler des mécanismes justement qui sont activés pour que les jeunes en fait, décident d'aller dans la rue et d'exprimer leur colère? Parce que l'information est longue via les médias. Donc, qu'est-ce qui, dans ce qu'ils entendent dans les médias, dans les déclarations publiques, leur donne tout à coup envie d'aller dans la rue et de détruire des biens matériels? Déjà, il faudrait pouvoir définir ce qu'est l'adolescence. La plupart des jeunes qui participent de ces révoltes, plus que de ces émeutes, parce que même le mot émeute, c'est la meute, et là, on est encore dans quelque chose d'enfermant et de racisant. Donc, ces révoltes d'adolescents nécessitent de penser ce qu'est l'adolescence. Le temps de l'adolescence, c'est le temps de la révolte. Pour tous les adolescents du monde. C'est le temps de l'impossibilité à contenir les pulsions. Donc, la colère, la tristesse, etc., ça s'exprime beaucoup dans une forme d'agir ou une autre. Alors, on a là des adolescents qui, par ailleurs, vivent socialement une réalité qu'ils connaissent intimement. S'il y en a un qui meurt ici ou là, ce n'est pas un cas isolé pour ces jeunes. C'est tellement fréquent. Ils connaissent tous quelqu'un qui est mort dans un quartier à un moment donné ou qui a qui a risqué la mort en tout cas. Et ils ont très peur, en réalité, ces adolescents, paradoxalement. Sauf que les adultes sont réduits à l'impuissance. Les parents, les adultes, même bien positionnés socialement, personne ne réagit parce que ça reste des groupes dits minoritaires et non pas toutes les armes pour pouvoir bouger. Donc là, il y a quelque chose que Fanon décrivait très bien. Il décrivait très bien ça. Pour des adultes, il le décrivait très bien. Il dit, quand un être est acculé, quand il est acculé, qu'il n'y a plus aucune possibilité de faire, il n'y a plus que deux solutions pour l'être humain. C'est soit l'implosion, et là on est dans le champ de la psychopathologie ou du traumatisme avec toutes les manifestations que ça peut avoir. Et on a beaucoup de cas de décompensation, on les appelle comme ça, dans les quartiers populaires. Alors évidemment, là, eux, ils ne posent de problème à personne, donc on en parle très peu, sauf qu'ils sont bien là. Et puis il y a l'inverse, soit l'implosion, donc des cas de décompensation psy, on va mettre psy au sens large, soit des comportements qui viennent dire l'implosion, l'explosion, pardon, l'inverse. Soit l'implosion, donc là on est dans la maladie, on est dans l'attaque du corps et de l'âme, soit on est dans l'explosion, et là on a toute la charge pulsionnelle qui va se projeter sur la société pour ne pas s'auto-agresser. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Ça, c'est Fanon qui le décrit très bien. Ce n'est pas Euh, moi. c'est très, très bien retranscrit. Merci pour cette analyse. Est-ce que vous avez d'autres actualités, peut-être toi, Aïda, dont vous avez l'impression qu'elles affectent des personnes de votre entourage ou le public de manière générale, ou que justement, vous n'arrivez pas forcément à en rendre compte de manière juste en tant que journaliste ou créatrice de contenu pour toi, Estelle? Sinon, on passe à la question suivante. Hein. Il n'y a pas de... il y a pas de question. Je peux peut-être parler de ce qui s'est passé là dernièrement en Belgique. Déjà, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport au récit médiatique qui est en France, parce qu'il y a une petite différence avec la Belgique francophone. En Belgique francophone, on a un principe qui s'appelle le cordon sanitaire,
qui fait que en fait, on n'invite pas sur les chaînes publiques, on n'invite pas les partis d'extrême droite. Et ça, je trouve que c'est une grande différence quand même avec la façon dont la parole raciste et même la partialité raciale de certains médias est complètement décomplexée en France. Mais notamment, ça nous affecte quand même aussi en Belgique, dans le sens où on a accès à la plupart des chaînes de télévision continue, d'information continue françaises en Belgique. Mais il y a, en raison de cette influence, il y a certains partis politiques qui essayent de faire péter le cordon sanitaire, en gros. Donc ça, c'est aussi une différence. Par contre, en Belgique, le récit raciste, il existe, mais on va dire qu'il est un peu plus sur des formes de racisme plus subtiles. On va plus être dans du gaslighting, on va essayer de minimiser en fait les événements racistes et avec une partialité qui n'ose pas dire son nom. Ça, c'est plus le contexte belge. Et dernièrement, en fait, on a vu un petit garçon de 9 ans, Mathis, qui a été plaqué au sol dans son école primaire Annaline, dans la province de Charleroi. Et du coup, en fait, la réaction médiatique a été assez problématique, car sur la première chaîne d'infos belge, il y a eu un débat qui demandait aux personnes du public est-ce que cet événement-là vous choque, oui ou non? Donc, on est quand même dans un pays où on se pose la question de savoir si un petit garçon noir plaqué au sol dans son école primaire qui avait été insulté, de sale noire par un autre élève et qui avait fait une crise de colère parce que personne n'écoutait en fait sa douleur, l'autre enfant n'avait pas été sanctionné par rapport aux propos racistes et l'enfant a eu une crise de colère, ce qui peut être compréhensible face à un enfant de 9 ans. Et bref, bon, on a appelé la police, il a terminé plaqué au sol et cette histoire a fait un peu le tour des médias. Et quand j'ai vu en fait ce débat-là, je me suis vraiment posé la question. On parlait justement de la construction que ça pouvait faire des personnes dominantes vis-à-vis de ces langages médiatiques. Et moi, je pense sincèrement que ça construit un récit d'innocence blanche. L'innocence blanche est un concept antiraciste et décolonial qui décrit comment les États anciennement coloniaux construisent une auto-perception qu'ils ont de leur moralité et de leurs dispositions vertueuses envers les personnes racisées et les personnes non blanches. Et là, on voit clairement que, en fait, poser cette question, en fait, ça mettait vraiment, et les réponses qu'il y a eu, la plupart des personnes se disaient pas choquées, comme quoi si l'enfant avait fait une crise de colère, c'était tout à fait acceptable. Et je pense que ces récits-là, en fait, contribuent à créer aussi la race, mais créer aussi la race pour les personnes blanches. Donc, on crée la race sur le corps d'un petit garçon noir qui va avoir sans doute des traumatismes dus à ce qu'il a subi dans son école. Et en même temps, on construit un récit qui permet de faire croire à la population que c'est tout à fait acceptable de ne pas être choqué et que c'est tout à fait normal de ne pas être choqué face à des images de violences policières et même quand ça touche à des enfants minorisés. Donc évidemment, ça a produit un traumatisme collectif auprès des personnes noires en Belgique notamment, et aussi ça a réveillé le traumatisme de ce qui s'est passé avec le meurtre de George Floyd. D'ailleurs, même la maman de Mathis a évoqué que quand elle a vu son petit garçon par terre avec le genou du policier, elle a directement pensé à George Floyd. Donc je pense sincèrement qu'avec les événements racistes qu'on a vécus il y a 3 ans, on va voir des formes, pas des formes nouvelles de racisme, mais des façons de répondre aux traumatismes raciaux qui vont s'adapter en fait. Et on voit aussi que dans le traitement policier de ce petit garçon, peut-être qu'inconsciemment, il y avait une volonté de réveiller ce traumatisme-là pour lui donner une leçon. Donc voilà, c'est des réflexions que j'ai en tant qu'activiste parce que je me rends compte qu'en fait, au lieu d'évoluer sur ces questions, on est plus face à un backlash où en fait le racisme se renforce à chaque événement, à chaque triste événement du genre. Et encore une fois, dans ce cas, dans le cas du petit Mathis, donc ça a été fait en présence de sa mère, donc ça c'est important de le dire, et surtout ça a été filmé. Parce qu'en fait, si ça n'avait pas été filmé, on ne serait pas encore en train d'en parler aujourd'hui. Donc ça rappelle aussi combien la documentation est importante pour que la parole des personnes qui subissent la violence raciale soit considérée comme crédible. Donc, avant de fermer la conversation les possibles solutions, moi, je voulais savoir, en fait, vous, particulièrement Aïda et Estelle, ce que vous avez vécu, vous, en tant que journaliste et créatrice de contenu, quels sont les sujets que vous avez eu des difficultés à couvrir et comment votre propos a été reçu. Je pense que tu as un cas à nous exposer sur
un événement qui s'est produit en France. Enfin, je peux le décrire rapidement, mais il y a une étudiante qui s'appelle Mariam Pouchtou, qui avait été élue vice-présidente de l'UNEF, qui est un syndicat étudiant. Elle avait pris la parole à l'époque pour parler de Parcoursup, qui était une réforme gouvernementale. Sauf que quand elle a pris la parole, on ne l'a pas du tout écoutée parce que c'est une étudiante musulmane qui porte un foulard. Et en fait, toute la discussion s'est concentrée sur son foulard. Et donc, toi, Aïda, tu as couvert ce sujet pour le New York Times, comme tu l'avais fait plein de fois auparavant, sauf que tu as été extrêmement surprise de la réception. Oui, c'était vraiment hallucinant parce que comment je me suis retrouvée à faire ce sujet, enfin, j'écris souvent sur la France, j'écris souvent sur les questions raciales. En général, ça passe assez inaperçu. Et puis cette fois-ci, je regardais la télé et puis je vois un débat sur une adolescente à cause de son voile, ce qui, de mon point de vue, est très compliqué à comprendre. Donc, j'essaie de m'intéresser un peu plus à pourquoi ça suscite tant de débats. Et donc, je rencontre cette jeune fille et je décide de faire son portrait. Et on a été plusieurs à couvrir cette histoire, mais je me suis prise un déchaînement sur les réseaux sociaux qui a duré presque un mois, il me semble. Pardon, C'est-à-dire vous avez été plusieurs pour plusieurs médias différents internationaux, c'est ça que tu veux dire? internationaux, exactement, Ouais. exactement. C'est-à-dire le Washington Post en a parlé, enfin, dont je me souviens probablement le Guardian, tout ça. Tout le monde en parle, mais c'est mon papier qui génère une rage qui dure un mois. Je me souviens au point où je pouvais même plus ouvrir mon Twitter parce que j'avais des notifications toutes les 5 secondes. C'était infernal. Et j'ai essayé de comprendre pendant longtemps pourquoi les gens ont réagi de cette manière-là. Bon, au-delà du fait qu'il y a des réseaux qui sont très bien organisés pour intimider les journalistes qui parlent de ces problématiques-là. Mais vraiment, je pense que ça a été insupportable que j'humanise une jeune fille parce qu'elle porte son voile. C'était insupportable pour certains lecteurs. C'était insupportable que l'article utilise le mot racisme plusieurs fois parce qu'en fait, on n'a pas été timide avec l'utilisation des mots. En fait, on n'a pas essayé de tourner autour du pot pour expliquer, même si elle est blanche, Mariam est blanche, mais je crois qu'ils s'en sont même pas rendus compte. Tout ce qu'ils ont vu, c'est son voile. En fait, ce qui arrive souvent, malheureusement en France, c'est qu'une fois qu'on voit le voile, il y a plein de personnes derrière. Il y a juste le voile. Et, euh, et en fait, le fait que l'article utilise le mot racisme aussi, de manière aussi forte en relation aux réactions au voile a été insupportable à recevoir pour certaines personnes. Et en fait, j'ai reçu des dizaines de coups de fil de médias qui voulaient que j'intervienne, que je réagisse, etc. Ce qui n'est pas du tout la manière dont, enfin, en général, quand un papier sort, on reste en dehors parce qu'on n'est pas l'objet du papier. Le sujet est là et puis les gens en font ce qu'ils veulent, mais on n'est pas là pour être au milieu de la polémique où le journaliste ne devient pas le sujet du papier. Mais là, malgré moi, je devenais le sujet du papier. Je me souviens, dans la matinale de Léa Salamé, ils étaient en train de parler de est-ce que j'étais journaliste ou pas journaliste. C'était surnaturel. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait autant choqué de juste dire qu'en fait, il y a un vrai problème, c'est Parcoursup. Et en fait, tout le monde se concentre sur le voile d'une jeune fille qui avait 19 ans à l'époque. Et Et toi, tu as été remise en cause personnellement, c'est-à-dire que ton nom a oui, oui, circulé. complètement. Et Nous, on voilà, on a parlé du fait circulait, que tu mais étais journaliste marocaine, et il y avait aussi, voilà, enfin, parce qu'en fait, il y a deux dimensions. Il y a le racisme qui s'est produit sur Mariam Pouchtou, l'étudiante, à l'époque, mm, et sur toi en tant que journaliste non blanche. exactement, exactement. En disant que j'étais pas vraiment journaliste, que j'étais militante. Je pense que Rokhaya, toi et moi, ils ont retrouvé qu'on s'était échangé, on avait échangé sur Twitter 2 mois avant, donc tu étais responsable de l'article de facto. Enfin, c'était que des débats comme ça interminables et c'était vraiment étrange et il y avait une incapacité. Moi, ce qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est une incapacité de se mettre, d'avoir de l'empathie pour cette personne. Et en fait, la déshumanisation, elle vient du fait que les films, les séries, les livres parlent des musulmans, du voile, des personnes racisées d'une certaine manière. Et donc, le jour où une personne comme ça est attaquée, ben, en fait, ça ne crée aucune empathie chez les gens. Mm. Et ça vient pas de nulle part, ce manque d'empathie. Quand on voit une vidéo de Naël et que j'ai parlé à beaucoup de gens après ce qui s'est passé qui étaient plus contrariés par la casse qu'il y a pu y avoir plutôt que le décès d'un adolescent, qui étaient plus contrariés par l'image de la police suite à cet événement. C'est assez intéressant de voir d'où vient ce manque profond d'empathie, à quel moment on ne voit plus des gens
comme des gens méritant l'empathie tout simplement. Et je pense qu'il suffit de regarder en fait toute la culture populaire autour de ces sujets-là et on comprend assez vite en fait. Et toi, Estelle, merci beaucoup, Aïda, pour ce partage. Enfin, je pense que ce sera si la question se pose, mais c'est aussi important de se rappeler que bah, vous êtes des personnes aussi humaines et que du coup, vous avez aussi, enfin, vous subissez aussi l'impact de ce harcèlement qui peut vraiment vous toucher en termes de santé mentale. Toi, Estelle, récemment, tu as vécu une mésaventure avec ton compte Instagram qui a été suspendu. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Parce que ça arrive souvent sur les comptes Instagram pédagogiques, notamment sur l'antiracisme et sur le féminisme, de se retrouver soit suspendus, soit shadow ban. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment bannis, mais ils ont moins de visibilité. Alors, oui, moi, ça s'est passé en octobre. En fait, j'ai subi plusieurs types de censure. J'ai vraiment fait toutes les techniques de censure possibles sur Instagram. Donc, j'ai été shadowban, c'est-à-dire que quand on tape l'URL de votre compte dans la barre de recherche, on ne vous trouve pas. J'ai eu aussi des restrictions de visibilité. Et notamment sur des questions qui touchaient à certains sujets, dont la suprématie blanche, parce que je traite de blanchité, donc je parle de suprématie blanche, pas vraiment des groupes suprémacistes en tant que tels, mais vraiment du système politique dans lequel nous sommes ancrés. Et du coup, ben, c'est pas un sujet qui plaît fatalement, surtout que le nom de ma page, c'est un jeu de mots, c'est semblant de rien. Et en fait, c'est l'idée que la plupart des personnes blanches font semblant de rien lorsqu'on leur parle de racisme, qu'elles préfèrent être dans le déni, etc. Mais bon, le fait de nommer la blanchité, de nommer le groupe dominant et majoritaire, clairement, bah ça cristallise vraiment énormément de frustration, que ça soit chez certains antiracistes qui se disent universalistes et modérés, qui refusent qu'on aborde la question raciale. Là, ça cristallise déjà pas mal de haine, entre guillemets. Et aussi, ben, évidemment, les groupes d'extrême droite, parce que clairement, ils existent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je subis souvent de ce qu'on appelle des raids. En fait, les raids, c'est des cyberattaques coordonnées de groupes suprémacistes blancs la plupart du temps et qui donc décident de tous aller signaler mon compte en même temps. Et là, dernièrement, du coup, en octobre, j'avais subi un raid qui a fait que ma plateforme a été suspendue. Heureusement, grâce à la mobilisation de beaucoup de personnes, et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue dans cette épreuve, j'ai pu récupérer ma page. Ça a eu un gros affect sur ma santé mentale car ben, ma profession en dépend parce que j'estime qu'être activiste, parce que beaucoup de personnes pensent que l'activisme, c'est comme un passe-temps ou un hobby. Encore dernièrement, j'ai rencontré des personnes qui disaient « Oui, mais tu fais quoi d'autre ?» Ben non, en fait, j'ai décidé d'y consacrer ma vie et j'essaye d'en créer un métier pour le moment. Donc, le fait de perdre ma plateforme, déjà, je perdais l'espace de liberté dans lequel je pouvais m'exprimer sur ces notions. De plus, le lien que j'avais tissé avec beaucoup de mes abonnés. Et je resubissais en fait cette censure qu'on m'impose déjà en dehors de l'espace médiatique. Donc, ça a été assez compliqué. J'ai fait des crises de tachycardie pendant un mois, même après avoir récupéré ma page. Le matin, je me réveillais avec le cœur qui s'emballait, etc. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai très peur de reposter. Je vois bien que je m'inflige une autocensure. Les sujets que je veux traiter, les sujets que je traite sont pas des sujets qui sont appréciés directement par la plateforme. Donc, je dois réfléchir à comment écrire certains termes, à les censurer ou non. Donc, en fait, c'est une pression et une charge mentale en plus. Car clairement, si la plateforme m'a remis ma page, c'est car ils ont vu que j'avais subi un taux de signalement massif. Mais je sais aussi que quand il y a le robot qui passe 1 ou 2 fois par an sur la page, que certains posts sautent parce qu'il analyse mal les propos tenus dans mes posts. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est assez en danger sur la plateforme et qui fait que c'est un métier qui est très précaire. Et c'est vraiment ça le souci, de dépendre en fait de ces plateformes dominantes. Instagram est autant un lieu de résilience, à mon sens, parce que ça m'a vraiment aidé de pouvoir partager des connaissances sur ces sujets, parce qu'il y a un vrai déficit d'éducation à l'antiracisme dans notre société. J'ai fait un master en communication sociale et culturelle. Aucun cours n'était consacré au racisme ou à la question coloniale. Et quand je posais des questions à mes professeurs, ils me regardaient comme si j'étais sortie d'une autre planète. Comme si le sujet ne méritait même pas d'être abordé. Pourtant, on traitait des questions féministes, féminisme blanc, mais on traitait quand même ces questions. On traitait des questions écologistes, on traitait un petit peu les questions de la lutte LGBTQIA+, mais la question raciale, pas du tout. Donc en fait,
ce que j'ai compris, c'est qu'il faudrait avoir un cadre, une protection pour les activistes pour qu'on puisse continuer à faire ce travail sur les réseaux sociaux et également d'être protégés face aux menaces parce que les menaces, on en reçoit beaucoup. J'ai déjà reçu plusieurs menaces de mort, etc. Mais le problème, c'est que comme on a l'impression que la plateforme n'est pas vraiment de notre côté, comment on fait pour les signaler, comment on fait pour se protéger? Et en fait, ça, c'est vraiment des choses qui doivent être adaptées à ce qui se passe pour l'instant. Et malheureusement, je pense pas que, vu comment les législations européennes évoluent sur la question des médias sociaux, je ne pense pas qu'il soit vraiment pour qu'on ait accès à ces espaces-là pour parler de ces sujets-là. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et oui. Ok. Ok, C'est il y le a ton moment, ouais, micro. pardon, j'avais mon micro. C'est le moment de l'échange avec le public. Mais avant de passer la parole au public, j'aimerais beaucoup entendre Malika sur ce qu'on vient d'entendre, sur la manière dont, enfin, en tant que psychologue, hein, donc, le fait d'essayer d'informer et d'interpeller sur les questions raciales, finalement, ça nous conduit à être confrontés en fait à des expériences traumatisantes. Mm. Oui, oui, non, j'étais très touchée par le témoignage. Là, les deux témoignages, Aïda et Estelle, ça n'est pas rien. Sur les deux, il y aurait beaucoup de choses à développer rapidement. Je dirais que déjà le mot santé mentale, c'est compliqué. Ça englobe un espèce de sac comme ça, un peu psychiatrique. Mais les problématiques que tout ça induit, les problématiques que tout ça induise, c'est beaucoup plus insidieux au niveau du fonctionnement intime, psychique, de enfin comment dire, de l'estime de soi, pour le traduire dans un langage commun. C'est comment j'apprends à m'aimer. Et je dis souvent, un enfant seul, ça n'existe pas. Un être humain seul, ça n'existe pas. Et c'est aussi par le regard de l'autre, comme le regard maternel sur son bébé, que on va déterminer si on est aimable ou pas. Et à force de regards collectifs, négatifs et même agressifs, violents, qui vient rayer comme ça toutes les constructions de pensée, d'action, eh bien, on peut être très réduit à l'impuissance. Ça peut attaquer le corps, hein, peut se déclencher des maladies, vraiment. Ça, c'est une chose. On peut aussi se soumettre d'une certaine manière à se réduire soi-même pour ne plus être violenté. Et c'est là justement la chose que je voulais raconter tout à l'heure avec les adolescents, c'est que eux, cette peur-là, ils ne l'ont plus, celle des adultes ils vont foncer, agir et faire un peu n'importe quoi, ce qui va ensuite être réutilisé par le collectif, voilà. Mais soi-même, quand on se positionne, quand on est dans cette pulsion de vie, parce que c'est ça, hein, Estelle, je vous entendais dire activiste, s'activer, faire, même bon, militer, ce que vous voulez. C'est contrer justement ce qui est du côté de la déprime. Ne pas s'effondrer, c'est agir, se mettre en action, produire. Mais quand en face, la majorité vient l'empêcher, alors on peut retomber dans quelque chose oui, qui ramène à l'impuissance et à quelque chose d'une implosion, quoi. Soit passé par le corps, soit par le psychique. Voilà. Et les violences les plus insidieuses, parce que dénier ah, mais non, je ne suis pas raciste. Mais non, ce n'est pas pour ça. C'est vous qui dites n'importe quoi. Donc, retournement. Et ça, on le voit bien avec Rokhaya a évoqué là, il y a quelques instants le conflit en cours au Proche-Orient. Là, on a des médias français qui ne transmettent qu'une seule vision de ce qui s'y déroule, sous l'égide en plus d'un système de communication qui vient de l'armée israélienne. Donc, en fait, on ne sait rien sur rien. Et du coup, ça désubjectivise aussi quelque peu l'humanité de ceux qui subissent ces dernières semaines les bombardements et qui meurent de manière anonyme. Ça n'est pas rien. C'est ça aussi. Hein, tais-toi, reste dans l'anonymat, ne parle pas. Hein. De toute façon, tout ce que tu dis est faux ou est inutile ou nous attaque. Alors il y a comme un renversement, c'est-à-dire que là, c'est comme si au fond l'autre qui prend la parole et qui s'active, qui fait, qui dit,
devient le criminel en fait. C'est lui. Alors c'est comme Naël, c'est comme Floyd, c'est comme voilà. Ceux qui manifestent, ceux qui se révoltent sont les criminels. Ceux qui sont morts sont les criminels. Ce ne sont pas ceux qui ont tué. Et là c'est un peu la même chose de manière plus insidieuse au niveau des discours et des modalités de réponse à toute forme de discours qui vient Très bien. dénoncer. Merci beaucoup. Alors, on a pas mal de questions qui vont dans le même sens, donc je vais me permettre de les résumer. Les questions, c'est la question de Hakim qui se dit que quand on est confronté à des personnes qui disent n'importe quoi, il faut les corriger et les éduquer, c'est une charge assez lourde. Alors, ne rien dire, c'est cautionner, c'est avoir l'air de cautionner, mais parler, c'est aussi très, très lourd. Il y a une autre question de Aïda qui demande quels outils on propose pour répondre au silence de notre entourage blanc ou à l'incompréhension de notre détresse et de notre besoin de soutien sans tomber dans une charge mentale, raciale supplémentaire. Il y a Nora Benamara qui demande ce qu'on conseille aux personnes racisées pour survivre psychologiquement face aux violences racistes et au climat actuel, des outils, ressources, médias alternatifs. La question aussi, il y a des gens qui se disent qu'ils se sentent, enfin, Mariam Babal Meva dit qu'elle se sent un peu découragée par rapport au futur de cette société. Du coup, et en fait, quelqu'un, donc Sarah Miloud, qui disait que sa collègue aujourd'hui lui a dit que les Algériens en France ont une haine profonde de la France, qu'ils ont une haine génétique, et elle est originaire d'Algérie, donc elle s'est sentie vraiment attaquée. Donc, est-ce qu'il y a des outils pour l'aider à se défendre? Donc, voilà, je résume un petit peu, mais c'est une question qui revient beaucoup. Comment on fait pour soit répondre, soit se protéger de ce type d'attaques racistes, qu'elles viennent de personnes directement ou des médias? Oui, bon, ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Et là encore, il faudrait des développements, hein, vraiment. Je pense que chacune pourra dire depuis son point d'intervention, mais euh, je pense que il faut avoir en fait la possibilité de percevoir le niveau, enfin, par où ça passe pour l'autre, et de s'éviter des débats inutiles. Voilà, quand l'autre est convaincu que c'est génétiquement pour l'Algérienne, par exemple. Les Algériens ont génétiquement la haine de la France. C'était déjà les travaux des psychiatres du temps colonial qui intervenaient à l'hôpital de Blida à Alger. Et qui ont développé des tas de conceptions, et notamment, vous savez, une encéphale qui n'est pas tout à fait comme pour tous les autres, une encéphale qui est un peu handicapée, quelque chose de tordu, qui les met en situation d'être violents et haineux. Voilà, et ça s'est développé dans le champ de la psychiatrie. Donc, vous voyez, c'est pas comme si c'était nouveau. Là encore, comme disait le jeune dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas tant que les Français soient racistes qu'ils ont en eux du raciste, parce que l'héritage de l'histoire ne vaut pas que pour ceux qui ont été racisés, maltraités tout au long de l'histoire de l'esclavage ou du colonial, mais aussi en tant que descendants de ceux qui ont dominé et asservi l'autre. Donc quelque chose de ces restes d'histoire continue. Donc moi, premier conseil que j'ai envie de donner à tout un chacun, c'est de s'éviter des discussions qui ne servent à rien euh, en, euh, en entrant dans un débat avec des gens qui auraient envie de discuter de ça, mais qui ne sont pas disposés, disponibles psychiquement pour s'ouvrir à la réflexion et à ce qui serait de la réalité de l'autre. C'est facile à dire, hein, mais c'est un premier exercice de style. Vraiment, s'éviter des discussions. Voilà, parler de la pluie et du beau temps avec ces gens. Et vous, Aïda et Estelle, est-ce que vous êtes confrontés à des questions? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, comment vous vous protégez des interpellations quand vous êtes mise en cause? Et qu'est-ce que vous recommandez? Alors, on a 6 minutes pour conclure, mais je pense que il y a pas mal de gens qui se posent la question. Je peux répondre très rapidement. Bon, moi, je suis harcelée de plein de pays différents pour plein de raisons différentes. Enfin, moi, ça fait longtemps que je lis plus les notifications, en fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Je me sens très, très bien de passer à côté. Malheureusement, je passe probablement à côté de notifications qui sont gentilles aussi. Mais en fait, je lis plus parce que ça sert à rien, parce que je préfère parler avec quelqu'un qui va peut-être me croiser dans la rue, ou enfin une personne avec qui je pourrais discuter des choses, mais quelqu'un qui est derrière un compte anonyme, qui m'attaque sur Internet, en fait, ça m'intéresse pas du tout de les lire, donc moi, je lis pas. Donc voilà.
Je ne me soumets pas du tout à être le punching ball des gens sur Internet. Et toi, Estelle? Ben, moi, j'apprends encore à trouver l'équilibre. Parce que, on va dire, ou alors je vais complètement couper les réseaux pendant une semaine et je vais quasiment pas y aller, ou alors je vais être tout le temps dessus. Donc, ce que je fais, en fait, c'est des régimes médiatiques. Donc, je coupe vraiment les notifications. Ça fait déjà plusieurs années que je coupe les notifications. Et il y a la nouvelle fonctionnalité que j'aime bien sur Instagram qui est le canal, qui me permet d'échanger. Bon, j'ai pas de réponse directe en fait de mon audience, mais par les sondages que je peux faire ou les emojis qu'ils peuvent mettre, j'ai quand même l'impression de créer du lien avec eux parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se sentir écoutées, de se sentir compris. Donc, quand je pars trop longtemps, je ressens quand même une culpabilité d'avoir un peu, bon, c'est du parasocial, hein, je sais que voilà, mais j'ai quand même l'impression de pas soutenir les personnes comme je devrais le faire. Donc, j'essaye de trouver un équilibre là-dedans. Mais sinon, vraiment réduire son exposition aux médias, je pense que c'est le plus important. Ça fait bien longtemps que je regarde plus les infos. J'ai retiré Brut, etc. de mes applications. Donc, j'essaye vraiment de limiter, en fait, cet impact-là et de réduire, en fait, l'impact que ces messages vont avoir. Je vais pas répondre aux messages, etc. Donc, j'essaye de trouver un équilibre qui puisse aller pour que je puisse continuer à faire mon activité sans être trop impactée. Mais c'est pas évident. Ok, on ne t'entend pas. Tant que je suis en train de te parler, Estelle, j'ai une question pour toi de Michel Beg qui pose la question du cordon sanitaire. En fait, il se dit qu'en France, ça pourrait être interprété comme une atteinte à la liberté d'expression, le fait d'exclure certaines personnes du champ politique. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça en Belgique? En fait, en Belgique, on part du principe, pour les francophones, hein, chez les néerlandophones, c'est complètement différent. Le Vlaams Belang, qui est le parti d'extrême droite, est très souvent dans les médias et gagne en popularité grâce à ça d'ailleurs. Mais en fait, on part du principe que la liberté d'expression a des limites. À partir du moment où les propos que vous tenez atteignent la dignité humaine de certaines personnes, ce ne rentre pas dans le cadre de la liberté d'expression. On part vraiment de ce principe-là. Surtout que je trouve que c'est assez hypocrite justement dans le contexte français où on voit que certaines choses peuvent être dites et pas d'autres en fonction de l'agenda politique et des idéologies de tout à chacun. Donc nous on part vraiment de ce principe-là en fait. Mais il tend le cordon sanitaire, j'espère qu'il va rester. Mais à mon avis, voilà, on commence aussi à être influencé par l'extrême droite et par la droite conservatrice qui essaye de se rapprocher des partis problématiques. Donc, vraiment, on part de ce principe-là. Allez, on ne doit pas laisser les médias être des vecteurs de haine, en fait. Et à partir du moment où les propos que vous tenez visent à racialiser négativement des personnes ou à les enfermer dans des catégories qui subissent des violences, on part du principe que ces propos-là n'ont rien à faire à la télé nationale, quoi. Voilà. Il y a une initiative qui m'a été rappelée par un intervenant, Pierre Cogan, qui a eu lieu en France, qui s'appelle l'AJAR, c'est l'Association des journalistes antiracistes et racisés, qui est née au début de l'année, au mois de mars cette année, pour réunir justement les journalistes de différentes rédactions qui soit eux-mêmes ne sont pas blancs, soit souhaitent justement se mobiliser autour de l'antiracisme et du traitement antiraciste de l'information. Peut-être qu'on peut finir par entendre vos initiatives en termes de solidarité. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens justement de résister à tout ça en créant des solidarités, en créant des collectifs, en demandant peut-être aussi de l'aide quand on en a besoin peut-être je vais vous laisser dire un dernier mot là-dessus. Oui, ouais, alors c'est ce sur quoi j'avais envie de rebondir justement, moi. C'est-à-dire qu'effectivement, ne pas rester tout seul non plus, se rapprocher de gens avec qui on peut penser ces questions-là en toute sécurité. La question de l'appartenance à un groupe, c'est important. C'est-à-dire que le propre même de la domination, c'est vous savez, pendant le temps de l'esclavage, quand on emmenait des gens vers les Amériques sur les bateaux, on ne mélangeait pas on ne mettait pas ensemble des esclaves de la même langue parlée, du même lieu géographique. On les mélangeait pour qu'ils ne puissent pas communiquer justement et qu'ils ne puissent pas s'organiser du coup. Donc là, c'est justement cette image-là qui me vient. Il faut pouvoir se rapprocher des groupes comme Ajar pour ce qui est des médias. Il faut pouvoir trouver des espaces où on se sent bien et on peut parler en toute liberté. Puis les psys sont là, il y en a quelques-uns. Et il y a notamment des psys qui tentent de s'organiser d'une façon spécifique en considérant que les personnes racisées ont besoin de gens racisés comme psy pour les accompagner
Il y en a quelques-uns, ça grossit et regardez bien, vous allez trouver. Voilà. Un dernier mot, Estelle et Aïda. Moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est, bon, Malika connaît ces sujets beaucoup mieux que moi, mais vraiment prendre soin de soi, et c'est hyper important, prendre soin, faire du sport. Enfin, c'est un peu basique comme conseil, mais c'est vraiment important. C'est bien dormir, bien manger, s'entourer de gens, aussi se nourrir de choses positives et puis rester dans une communauté, qui est soutenante. C'est super, super important. On se sent beaucoup mieux. Moi, j'ai eu des moments beaucoup plus difficiles, notamment au Maroc, où beaucoup de journalistes sont en prison. J'ai vu des amis les uns après les autres finir en prison de manière totalement injuste. Et c'est dans des moments-là où on se rend compte que c'est très, très important de se renforcer psychologiquement et de rester concentré, d'être avec des gens qui nous soutiennent dans des moments comme ça. Et Estelle, pour terminer. Alors, je rappelais la citation d'Audre Lorde qui disait que l'autopréservation est un acte de combat politique et que donc si on veut préserver tout simplement son bien-être, il ne faut pas avoir honte en fait de se retirer de conversations ou de fixer des limites, même avec des personnes qui ont des bonnes intentions, parce que il peut y avoir plein de personnes alliées potentielles qui vont faire des microagressions, qui vont invalider sans avoir vraiment cet habitus hyper raciste, on va dire, mais du coup, ne pas ressentir de difficultés à couper certaines conversations et à se préserver de tout ça, ne pas non plus culpabiliser quand, par exemple, pendant 2 jours, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux à poster votre soutien à telle ou telle personne ou pays qui subit des violences. Il faut aussi pouvoir se laisser ce temps de préservation parce que sinon, sur le long terme, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir continuer à être dans le chemin que que vous avez choisi. Si vous décidez d'être vraiment vocable par rapport à ce qui se passe et vraiment fixer des limites. Et voilà, je pense que c'est vraiment le plus important. Merci à vous trois. On aurait aimé vous entendre plus longuement. Malheureusement, il est 17h02. On a un petit peu débordé. Donc, merci beaucoup à Aïda Alami, journaliste. Merci beaucoup à Estelle Depré, créatrice de contenu. Merci à Malika Mansouri, professeure de psychologie, psychologie clinique, pardon. Merci aussi au O'Neill Institute, à la commission du O'Neill Institute et de l'ANSET d'avoir permis cet échange. Merci à Estella, à Sarah d'avoir tout organisé en amont. L'échange est enregistré, on diffusera les liens sur nos réseaux sociaux respectifs, mais il y aura sans doute d'autres événements, donc n'hésitez pas à suivre la commission sur les réseaux et à vous tenir informés des prochaines activités. Merci à tous. On était une petite centaine là, c'est vraiment chouette d'avoir pu échanger avec vous tous et toutes. Merci, bonne fin de journée ou bonne journée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Au revoir.